Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Alexandrine, je suis étudiante au doctorat en astrophysique à l'Université de Montréal. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je fais de la recherche sur des objets qui se trouvent dans l'espace afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'univers. Pourquoi avoir choisi l'astrophysique et qu'est-ce que c'est comme discipline? J'ai choisi d'étudier en astrophysique parce que j'ai toujours été fascinée par la science et les lois de la physique qui expliquent comment notre univers fonctionne. L'astrophysique, c'est la science qui nous enseigne sur cela à la plus grande des échelles. Par exemple, comment est-ce que les étoiles, comme le Soleil, et les planètes, comme la Terre, se forment? Pourquoi est-ce que Jupiter est si différent de la Terre? C'est quoi les mécanismes qui causent l'existence et l'organisation des galaxies? Je trouve toutes ces questions-là vraiment très intéressantes et c'est dans l'intérêt d'y répondre que j'ai choisi d'étudier en astrophysique. Qu'est-ce que l'espace? L'espace, c'est la région au-delà de l'atmosphère de la Terre. Il fait très froid puis il n'y a aucun air. C'est l'espace qui va séparer les planètes les unes des autres, les planètes du Soleil et le Soleil des autres étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que la NASA? La NASA, c'est un acronyme pour l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, ou en anglais, National Aeronautics and Space Administration. C'est une agence gouvernementale des États-Unis qui s'occupe de la grande majorité de son programme spatial. C'est eux qui ont mené la mission, le programme Apollo, qui a permis au premier homme de marcher sur la Lune, et également la navette spatiale, qui est un appareil réutilisable pour les missions spatiales en orbite autour de la Terre, et également les rovers martiens, qui sont des robots qui vont parcourir la surface de Mars afin de mieux comprendre cette planète voisine. Leurs travaux vont s'orienter selon 4 principaux sujets. Ils vont essayer de mieux comprendre la Terre par des observations par satellite, de mieux comprendre le Soleil. Ils vont aussi explorer d'autres corps du système solaire, par exemple des planètes, des lunes avec des missions robotisées, comme par exemple les rovers dont je vous ai parlé précédemment. Et ils vont également faire de la recherche sur des sujets astrophysiques, comme par exemple les origines de l'univers. Et dans ce cas-là, la NASA va financer, diriger la conception, construction et l'entretien d'observatoires astronomiques très puissants qui vont être placés dans l'espace. On peut par exemple penser au télescope spatial Hubble et James Webb. Quel phénomène, selon vous, est le plus dangereux dans l'espace pour l'être humain? Selon moi, l'une des choses les plus dangereuses dans l'espace, c'est la radiation. C'est-à-dire les quantités importantes d'énergie qui sont émises par exemple, des étoiles comme le Soleil. Quand on va prendre une radio chez le dentiste, on donne un type de napperon pour nous protéger nos organes vitaux, comme le cœur et les poumons, de la radiation en rayon X qui va être utilisée pour prendre la radio. Cette radiation-là est très énergétique et nocive pour l'être humain, mais en petite dose et avec l'équipement de protection approprié, on est parfaitement en sécurité. Toutefois, celle qui est émise par les étoiles et le Soleil est vraiment plus énergétique et en plus grande quantité. Mais heureusement, la Terre possède une protection spéciale qu'on appelle le champ magnétique qui va dévier la radiation dangereuse combinée à une atmosphère qui va en absorber aussi une partie. Alors, on est en sécurité sur Terre des radiations du Soleil. Mais on peut imaginer qu'un phénomène qui génère vraiment beaucoup de radiation, comme l'explosion d'une étoile rapprochée de nous, par exemple lorsqu'elle arrive à la fin de sa vie, ça pourrait causer des problèmes aux humains parce que cette quantité d'énergie-là serait plus grande que ce que la Terre pourrait nous protéger. Mais pour que ce soit le cas, il faudrait que l'étoile soit très proche de nous et que l'explosion soit extrêmement énergétique. Mais à ce qu'on sache, les étoiles qui sont à une distance qui serait dangereuse ne sont pas sur le point d'exploser. Alors, on est correct par rapport à ça. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le trou noir et est-ce que cela représente un danger pour l'espace humain? Un trou noir, c'est un objet très massif et très dense qu'on retrouve dans l'espace sous plusieurs temps. Ça peut aller de 3 fois la masse du Soleil jusqu'aux trous noirs supermassifs qu'on retrouve au centre des galaxies, qui, eux, peuvent atteindre jusqu'à 40 milliards de fois la masse du Soleil. De par le fait qu'ils vont être très denses, ils vont avoir une vitesse d'échappement qui est infinie. Qu'est-ce que ça entend par vitesse d'échappement? La vitesse d'échappement, c'est la vitesse à laquelle il faut qu'on aille pour pouvoir échapper à l'attraction gravitationnelle d'un corps. Donc, un exemple pour la Terre, je peux lancer un ballon de football et il va retomber à la surface de la Terre. Mais je peux équiper une fusée de moteurs de lancement suffisamment puissants pour y permettre de décoller et de s'en aller dans l'espace. Alors dans cet exemple-là, mon ballon de football qui est retombé sur Terre avait une vitesse inférieure à la vitesse d'échappement. Il est resté sur Terre. Il n'a pas pu aller dans l'espace, échapper à cette attraction gravitationnelle-là. Tandis que ma fusée, elle, a atteint une vitesse égale ou supérieure à la vitesse d'échappement.
qui a permis d'échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre et de s'en aller dans l'espace. Pour un trou noir avec une vitesse d'échappement infinie, ce que ça veut dire, c'est que peu importe c'est quoi la quantité d'énergie que j'ai, à quelle vitesse que je vais, jamais je vais pouvoir sortir du trou noir si je suis dedans. Alors dès que quelqu'un ou quelque chose tombe dans le trou noir, il va y rester. Et ça pourrait représenter un danger pour l'espèce humaine si on tombe dans le trou noir. Mais concrètement, pour tomber dans un trou noir, il faut être très 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 proche de lui. Et sachant la quantité de trous noirs qu'il y a dans l'univers, avoir un trou noir aussi proche de nous est vraiment peu probable, alors ça représente concrètement pas vraiment un danger pour nous. Quels sont les dommages encourus chez les humains qui vont dans l'espace? Les humains qui vont dans l'espace vont s'exposer à plusieurs dangers. Parce que l'espace, c'est pas du tout un environnement habitable. Premièrement, il n'y a pas d'air. Donc c'est comme une chambre à vide. Ça veut dire qu'on peut pas y respirer. De plus, sous l'effet du vide, les gaz qui sont présents dans notre corps, que ce soit dans les poumons, avec l'air ou dans notre sang, l'oxygène, ils vont prendre de l'expansion, ce qui peut entraîner de sérieux dommages à notre corps. Aussi, l'espace n'a aucun moyen de réguler la température, dû au fait qu'il est vide. Donc sur Terre, il fait pas trop chaud parce que l'atmosphère va refléter une partie de la radiation du soleil, mais il va aussi pas faire trop froid parce que l'atmosphère va absorber une partie des rayons. Alors la nuit, on va garder une partie de la chaleur et le jour, on reste quand même au frais. Mais dans l'espace, on n'a pas cette protection supplémentaire-là, cette régulation. Alors, si on se trouve à l'ombre du soleil, il peut faire jusqu'à moins 100, tandis qu'exposé au soleil, on va avoir des températures de 120 degrés Celsius. Donc vraiment une grande variation qui est dangereuse pour l'humain, qui ne peut pas survivre à d'aussi grandes variations. Et en plus, n'ayant pas l'atmosphère pour nous protéger, on va être directement exposé aux radiations très énergétiques nocives pour les humains, dont je vous ai parlé plus tôt. Mais heureusement, les humains qui vont dans l'espace vont être équipés en conséquence. Les astronautes ont des combines qui sont isolantes face aux températures extrêmes, face aux radiations, et ils vont aussi être dotés d'une réserve d'oxygène. Toutefois, même avec ces protections-là, l'espace va quand même impacter un être humain. Donc, par exemple, les astronautes qui vont rester à long terme dans l'espace, par exemple à bord de la Station spatiale internationale, vont voir leur corps s'habituer à l'apesanteur, qui est l'effet qui fait en sorte que les astronautes vont comme flotter dans l'espace. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de gravité qui va les retenir au sol. Donc, par exemple, en étant sur Terre, le cœur doit faire un travail supplémentaire pour emmener le sang jusqu'à la tête versus jusqu'aux pieds. Parce que ça demande plus d'énergie de pousser vers le haut que vers le bas. Alors, un astronaute qui vient tout juste d'arriver dans l'espace va souvent avoir le visage très rouge parce que son cœur fait encore l'effort supplémentaire nécessaire sur Terre pour envoyer le sang vers le haut, alors que dans l'espace, il n'y a pas besoin de faire ce travail supplémentaire-là. Et donc, ça va résulter en une quantité excessive de sang dans les parties supérieures du corps. Mais avec le temps, le corps va s'habituer et va se mettre à pomper de façon égale en haut et en bas, comme il a besoin de le faire dans l'espace. Mais le fait que le corps s'habitue à cet effet d'apesanteur-là, ça va faire en sorte qu'il va devenir plus paresseux, parce qu'il n'y a pas à forcer autant que quand il est sur Terre. Donc les astronautes, ils vont avoir une diminution de leur quantité de sang, ils vont juste avoir moins de sang. Le sang va aussi moins bien absorber l'oxygène, ce qui va diminuer leur capacité pour l'effort physique. Et également, leurs os vont devenir plus fragiles parce qu'ils n'ont pas les chocs qu'ils vont avoir sur Terre pour les maintenir solides. Et donc, quand ils vont revenir sur Terre, ils vont devoir faire de la réadaptation physique pour revenir à un état normal et retrouver leur santé initiale. Pourquoi les êtres humains ne peuvent pas vivre sur Mars? Les humains ne peuvent pas vivre sur Mars comme ils le font sur Terre. Tout d'abord, la composition de l'atmosphère martienne, c'est pas la même que celle sur Terre. Nous, notre air, elle a 21% d'oxygène, qui est ce qu'on respire. Alors que sur Mars, on retrouve seulement des traces, c'est-à-dire moins de 1%. Et leur atmosphère, la composante principale, c'est du dioxyde de carbone, du CO2, qui est quelque chose de très nocif pour les humains. Et on pourrait juste pas respirer sur Mars, dans le fond. Et également, l'atmosphère martienne est vraiment beaucoup plus mince que celle de la Terre. Donc ça va impliquer qu'on va avoir des variations de température vraiment plus importantes que sur Terre parce qu'on n'a pas la régulation atmosphérique terrestre. Alors, les températures vont varier de 20 degrés Celsius à moins 130 degrés Celsius. Et la température moyenne, c'est environ moins 60 parce que Mars est plus loin du Soleil que la Terre. Et la mince atmosphère va aussi faire en sorte qu'il y a une moins grande protection contre les radiations
nocives qui proviennent, par exemple, du Soleil. Alors, les humains ne pourraient juste pas vivre sur Mars tel qu'ils le font sur Terre. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, c'est une planète qui orbite une étoile autre que le Soleil. Autour du Soleil, il y a 8 planètes. Et une planète qui se trouve autour de n'importe quelle autre étoile que vous voyez dans le ciel la nuit, c'est une exoplanète. À ce jour, il y en a plus de 5500 qui ont été découvertes, et on pense que la plupart des étoiles ont au moins une exoplanète autour d'elles. Pourquoi le Soleil est jaune? La couleur des étoiles réfère à leur température. Si vous regardez la flamme d'une bougie, vous avez peut-être déjà remarqué que la partie la plus proche de la mèche est plus bleue, tandis que plus on s'éloigne de la mèche, on va vers le jaune et ensuite le rouge. Alors on passe, ça essentiellement, ça représente le fait que la partie la plus proche de la mèche, de la flamme, c'est la partie la plus chaude. Et plus qu'on s'éloigne, plus que c'est froid. C'est la même chose pour les étoiles. Les étoiles les plus chaudes vont être de couleur bleue, tandis que les étoiles les plus froides vont être rouges. Et l'entre-deux, les températures moyennes, ça va être des étoiles jaunes. Alors le Soleil est jaune parce que c'est une étoile qui est de température intermédiaire. Pourquoi certaines étoiles sont filantes et d'autres ne le sont pas? Les étoiles filantes sont très différentes des étoiles, car ce sont en fait même pas des étoiles. Une étoile, c'est une boule de gaz qui brûle dans l'espace, comme par exemple le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous. Une étoile filante, c'est un morceau de roche, par exemple un débris de comète, qui va entrer dans l'atmosphère de la Terre à grande vitesse. Et la friction qu'il va ressentir à cette entrée va faire en sorte qu'il va brûler, se désagréger dans l'atmosphère. Donc quand on voit une étoile filante, c'est de la roche qui est en train de brûler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de puits d'étoiles filantes, comme par exemple les Perséides. Le fait qu'elles se produisent tous les ans au mois d'août, c'est pas un hasard. La Terre fait le tour du Soleil en 1 an. Et donc, à chaque mois d'août, elle se retrouve toujours à la même position sur son orbite. Et à cet endroit, la trajectoire de la Terre va rencontrer la traînée de débris laissée par la comète Swift-Tuttle. Il y a donc, au mois d'août, un nombre plus important de débris qui vont se désagréger dans l'atmosphère de la Terre du fait que la Terre croise ces débris-là dans son orbite. Et donc, on va avoir plus d'étoiles filantes à ce moment-là.